Bien, quelques éléments de réponse. Il ne nous a pas échappé que la crise sanitaire que nous traversons a des conséquences économiques sur les entreprises, sur l'emploi, sur beaucoup de choses. Clairement, beaucoup de villes voient exploser leur demande d'aide sociale. Pour l'instant, à Viroflay, ça n'explose pas encore. On n'est pas rentré dans le niveau de détail du budget. Nous ne sommes que dans les orientations budgétaires. Clairement, je rappelle quelque chose que je dis quasiment chaque année et que je fais aussi dire en fait lorsque le budget du CCAS se vote. C'est le fait que c'est le CCAS qui gère la question de l'aide sociale, en complément, je le dis bien, des services du conseil départemental dont la compétence première est la dimension sociale, ne l'oublions pas. Et il n'est pas question que nous limitions le budget des aides sociales potentielles en direction des Viroflaysiens sous les prétextes budgétaires. Très clairement, si les besoins sont exprimés de façon forte en 2021, nous abonderons bien évidemment le budget du CCAS pour subvenir aux différents besoins. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, c'est bien malin celui qui pourra prédire le montant des aides sociales qu'il nous faudra verser en 2021 aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc, nous ferons ça au fur et à mesure, bien évidemment, de cette année 2021. Et éventuellement, dans le cadre d'une décision modificative, s'il le faut, si les budgets que nous consacrerons au CCAS, la subvention que nous consacrons au CCAS n'est pas suffisante. Voilà. Ça, c'est la réponse claire, nette, précise. Nous continuerons à assurer notre rôle et notre compétence générale, notamment sur la partie sociale. Mais je le rappelle, le social, ça se fait sur quelque chose qui est concerté avec les différents acteurs, à commencer par les personnes elles-mêmes, les familles elles-mêmes, et les autres acteurs, en fait, qui sont des acteurs associatifs, mais un acteur essentiel, comme je dis, qui est le conseil départemental. Je rappelle simplement que dans la présentation qu'on a faite, non pas au tout début, mais au milieu, qu'on a rappelé nos objectifs, on a clairement rappelé les objectifs que nous avions prévus pour ce budget 2021, qui sont en continuité, bien évidemment, de nos objectifs des années précédentes. C'est aussi pour ça que, nous étions aux manettes les exercices précédents et que les Viroflaysiens nous ont aussi reconduits dans notre mission au service de la ville et à leur service. Donc, je pense que ça veut dire qu'ils n'ont pas, je pense, été déçus de la façon dont nous avons géré les choses et nous continuerons de cette façon-là. Bien évidemment, et j'ai parfois l'impression, en vous écoutant, en fait, l'une et l'autre, qu'il y a des choses qui vous ont échappé, en fait, dans la présentation. Notamment, vous parlez de transition énergétique. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit particulièrement oublié dans ce débat d'orientation budgétaire, puisque lorsque nous prenons les différents projets les uns après les autres, je pense qu'on peut revenir d'ailleurs sur les slides à partir du slide 32, chacun des projets que vous voyez là intègre, à la fois, ce sont la plupart du temps des projets sur les bâtiments existants, et ils intègrent tous, évidemment, un volet de requalification non seulement fonctionnelle, mais également thermique, à la fois pour le confort, mais également pour faire en sorte d'avoir une moindre consommation énergétique, bien évidemment. Donc, que ce soit le gymnase des Prés-aux-Bois, qui est un ancien bâtiment, l'école de l'Aulnet, qui était aussi un ancien bâtiment, sur lequel nous allons faire des travaux quand même assez considérables, que ce soit le projet suivant sur Dieuleveux, qui est un bâtiment qui a une trentaine d'années et qui a été construit à une époque où on s'inquiétait peu de cette question énergétique. Donc là aussi, c'est un ancien bâtiment que nous allons rénover et mettre aux normes actuelles et voire futures, en l'occurrence, et avec une volonté de faire participer ceux qui fréquenteront ultérieurement. Donc ça me paraît une bonne chose. Il va garder sa vocation à destination des jeunes. C'est ça qui me plaît en plus dans ce projet-là, juste à côté du conservatoire.
Donc avec des liens peut-être avec le conservatoire sur des ateliers qui pourraient se mener. Et puis après, nous avons intégré des programmes nouveaux. Donc comme la crèche des réservoirs, là aussi, en fait, ça va être un projet neuf, tout à fait exemplaire en matière de consommation énergétique, d'innovation sur ce plan-là, donc à la fois sur sa construction et son fonctionnement. Donc je ne pense pas qu'on puisse nous taxer de mettre de côté ces questions de transition énergétique. Et puis le suivant, c'est le fait que il ne vous aura pas échappé que la forge que nous avions achetée à la fin des années 90, c'est un équipement particulièrement passoire, avec ses verrières anciennes, peu non isolées. Donc la forge va disparaître dans sa configuration actuelle pour laisser la place à un équipement moderne, pratique, et dans lequel nous retrouvons les activités, y compris des activités associatives, mais également des activités indispensables pour nos Viroflésiens, le SIAD, et certainement des logements sociaux dans les étages. Donc clairement, on est encore dans cette logique-là de pouvoir passer progressivement nos bâtiments d'un statut ancien et énergivore, en quelque sorte, vers des bâtiments du futur qui, je souhaite, en fait, consomment le moins possible. C'est le cas aussi pour le locaux de la police municipale, hein, qui correspondent à les travaux qui ont été faits correspondent à des questions de sécurité, mais également d'isolation thermique, tant en été qu'en hiver. Donc je n'ai pas l'impression, en tout cas, quand je vois tout ça, je reconnais pas, en fait, ce que vous venez de dire, dans le sens... Et encore, là, on n'a mis que les projets principaux. Madame Egal l'a rappelé tout à l'heure, en fait, les questions sur la gare routière de Chailly-Vélizy, sur lesquelles on envisage de pouvoir supprimer cette comment on appelle ça, cette imperméabilisation qui a été faite. C'est un truc entièrement minéral. L'idée, c'est de pouvoir réintroduire de la végétation tout en les gardant sa destination de gare routière. Là aussi, ça fait partie de sujets, de projets, qui sont des projets à la fois que nous avions pensés il y a quelques mois, mais sur lesquels nous essayons de travailler pour redonner justement et contribuer à cette logique de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. Ça en fait partie. Il y a d'autres endroits, le square de Launay, nous allons acheter la maison forestière. Je me permets quand même de rappeler que le préfet, il y a à peu près... non, ce n'était pas le préfet, c'était la directrice des territoires, la DDT, m'avait envoyé un courrier il y a à peu près 2 ans pour me dire que ce serait pas mal de modifier le PLU pour pouvoir construire du logement sur le terrain de la maison forestière. Je lui ai dit, c'est hors de question que je change le PLU pour faire ça, ça a une vocation naturelle, c'est en bordure du parc forestier, je ne vais pas commencer à consommer des espaces naturels, c'est comme si c'était de la forêt. Donc en l'occurrence, j'ai réussi à sauvegarder ce lieu qui est un lieu tout à fait exceptionnel pour pouvoir le mettre à disposition de Viroflésiens, d'associations. On verra la façon dont on pourra le gérer. Donc là aussi, ça fait partie de tous ces projets qui se mettent bout à bout et qui, je pense, constituent tout un ensemble qui permet de montrer que vous n'avez pas ni l'une ni l'autre le monopole de la transition écologique. Je suis désolé de le constater. En tout cas, dans les propos, je pense qu'il faudra aussi intégrer le fait que nous avons aussi cette préoccupation, puisque c'est aussi notre planète à nous. Hein. On y est tous dessus. Je dis un peu tous azimuts, c'est le fait que il y a des choses qui nous opposent, en tout cas qui nous différencient. Clairement, la question de la maison des associations, Mme Egal, c'était dans votre programme, ce n'était pas dans le nôtre. Donc en l'occurrence, nous menons notre programme et nous ne changeons pas notre programme au gré des différents moments. Donc en fait, nous maintiendrons notre travail avec les associations, alors en proposant des salles, des lieux où elles pourront se réunir, lorsque nous pourrons nous réunir, évidemment, j'espère le plus tôt possible. En l'occurrence, en fait, tout cela, nous sommes à l'écoute des différents besoins et les associations, nous en avons besoin, évidemment. Nous en aurons peut-être encore plus besoin
dans les mois à venir dans la question de la reconstruction du lien social d'ailleurs. Donc nous serons attentifs d'ailleurs aux différents projets, mais je rappelle aussi que lorsque le CCAS lance des appels à projets pour financer des projets associatifs, il faut parfois relancer certaines associations pour qu'elles nous proposent des projets. Donc on est content qu'il y en ait. Mais ça pourrait aussi arriver de façon un peu plus importante. C'est toujours du travail que de présenter les projets, donc c'est parfois un peu compliqué et long. Donc nos objectifs, je les ai rappelés. Vous avez parlé d'une autre de piste cyclable. Clairement, en fait, il y a une piste cyclable qu'on devrait pouvoir réaliser. Quand je dis devrait, je prends toujours toutes les précautions nécessaires. La piste cyclable entre l'entrée de Viroflay, c'est-à-dire entre les 6 ponts de Porte-Fontaine et le cimetière de Viroflay, grosso modo, cette piste cyclable, les études vont pouvoir démarrer assez prochainement, mais ce n'est pas Viroflay qui va la supporter, c'est Versailles-Grand-Parc qui va la supporter dans son cadre du plan vélo. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec VGP et l'ONF, je dis bien et l'ONF, pour pouvoir réaliser cette piste cyclable. Quand je dis et que j'insiste sur et l'ONF, c'est que nous ne maîtrisons pas la question de l'ONF et sa volonté de nous orienter dans telle ou telle direction. Donc il est possible qu'ils nous disent la piste cyclable s'inscrira certes en bordure de forêt, mais nécessitera de supprimer les places de stationnement qui ont été créées, par exemple, le long. Je ne vais pas leur susurrer dans le creux de l'oreille, mais peut-être qu'à un moment donné, ils nous diront c'est l'un ou l'autre qu'il faudra choisir. Donc, à un moment donné, il faudra choisir. Mais cette piste cyclable, clairement, elle va être inscrite au budget de Versailles-Grand-Parc. Et je ne dis pas qu'elle sera faite en 2021. On va chercher aussi des subventions, parce que c'est un coût assez important. Donc, mais il y a de fortes chances qu'elle puisse voir le jour conformément à ce que nous souhaitions. Après, la question des pistes cyclables sur la RD10, l'avenue du Général Leclerc, je suis beaucoup plus sceptique sur la façon dont nos voisins ont créé des pistes cyclables à la sortie du confinement. Quand on voit les problèmes que ça pose de cohabitation vélo-voiture, alors que normalement elles étaient censées répartir les flux, moi je pense j'ai d'autres idées en tête qui seront peut-être un peu plus longues à réaliser, qui nécessiteront certainement de diminuer le nombre de places de stationnement disponibles sur l'avenue. Là aussi, il faudra faire des choix. Peut-être que ces choix seront soumis aux Viroflaysiens. En tout cas, ils vous seront soumis pour voir en fait comment vous envisagez ces différentes possibilités. Madame Chopard, vous me dites, en fait, vous parlez du désengagement de l'État. Oui, je suis bien obligé de le dire. En disant, vous subissez, vous avez l'air de subir. Oui, on subit. En fait, les chiffres le montrent clairement. On a réussi à faire en sorte de serrer nos budgets, et j'étais très pessimiste quand on a vu la chute absolument vertigineuse qui s'est passée entre 2013 et 2017 sur la DGF. Et puis en même temps, on avait le FPIC qui a augmenté. J'étais extrêmement inquiet. Reportez-vous au PV. J'étais très inquiet. On a fait ce qu'il fallait pour pouvoir serrer, sans augmenter les impôts et sans augmenter de façon significative les tarifs. Je ne sais même pas si on les a augmentés réellement. Très peu, en fait, chacune des années. Donc, clairement, on a réussi à tenir cela. Simplement, je tiens à signaler une chose. On peut regarder les courbes, en fait, entre le BP, sur la page 29. Vous remarquerez une chose, et c'est quelque chose que vous demandiez, Mme Egal, à un moment donné, les courbes du haut. La courbe en vert clair et ça en vert foncé, le vert clair étant les recettes réalisées et le vert foncé les recettes prévisionnelles, vous voyez que en fait, progressivement elles se rapprochent l'une de l'autre. De même pour les dépenses budgétaires et les dépenses réalisées se rapprochent progressivement l'une de l'autre. Donc en fait, on essaye de faire en sorte d'avoir un budget qui soit plus proche. Après, on ne maîtrise pas la question de flux de personnel, de vacances de poste, ce genre de choses. Clairement, en fait, on le voit en termes de prévision de CAF. La CAF sur 2021 va certainement baisser et en budgétaire et en réel.
Alors, on a la piscine qui va ouvrir, déjà, rien que ça, ça va consommer une partie de notre budget. Ça, c'est enfin, une partie de nos excédents, en tout cas, c'est une réalité. Donc, en fait, oui, effectivement, nous subissons, parce que l'État nous a mis les collectivités dans une obligation de réagir, ce qui est une bonne chose, certainement. Mais et quand j'entends des discours nous disant la DGF ne va pas baisser cette année, elle ne baisse pas globalement au niveau de la France, mais elle baisse pour certaines communes et elle augmente pour d'autres. Donc en l'occurrence, en fait, Viroflay fait partie des communes dans lesquelles cette DGF baisse. Et il faut le dire. Je ne peux pas le cacher. Si j'en parle pas ici, personne n'en parlera jamais. Donc en l'occurrence, et au contraire, en fait, on essaiera de nous faire croire que l'État continue à jouer son rôle. On voit bien, hein, l'État a de plus en plus de mal à jouer son rôle. En fait, il est de plus en plus centralisé, alors qu'on a besoin de décentralisation, au contraire. Voilà sur ces différents points que je voulais préciser. En fait, aujourd'hui, je ne vais peut-être pas tout répondre. Si, Madame Chopard, vous parliez de logement social, en me demandant comment vous envisagez de retrouver des capacités foncières pour construire les logements sociaux. J'ai déjà l'impression qu'il y a un certain nombre de programmes en cours de construction sur Viroflay. Je n'ai pas l'impression que la construction à Viroflay soit quelque chose qui soit la demande principale des Viroflaysiens, hein, si j'en crois les réactions sur les réseaux sociaux lorsqu'un nouveau chantier s'ouvre. Chaque chantier maintenant s'ouvrant avec des logements sociaux de façon intégrée, hein, jusqu'à 40% de logements sociaux dans certains d'entre eux. Mais bon, on essaye de faire avec. Si vous avez des idées de foncier, n'hésitez surtout pas. Des nouvelles idées de foncier dans Viroflay pour construire les logements sociaux et les logements privés qui doivent les accompagner. Je dis bien qu'il ne faut pas construire que du logement social, c'est bien du mixte qu'il faut faire. N'hésitez surtout pas. Alors j'ai compris qu'on n'en construira pas rue Nicolas Niquet, mais il y a d'autres endroits à trouver. Voilà. Donc, et là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut aussi, je pense, nous accompagner. On aura l'occasion tout à l'heure de débattre sur la question du PLU. Je pense que là aussi, ça fera l'objet j'espère en tout cas, de propositions, de nouvelles possibilités de construire. Sur la question des rythmes scolaires. 3 points sur le scolaire. Enfin, d'abord, Madame Egal sur Arcado. Là, on vous parle uniquement du bâtiment. Je pense que vous nous connaissez depuis suffisamment longtemps. Il va y avoir aussi un projet à côté qui va se monter avec les jeunes, mais ça vient d'arriver, cette bonne nouvelle. Je ne vous cache pas que je suis très contente, moi aussi, que Arcado aille à Dieu le veut. C'est un bâtiment qui a été fait pour les jeunes et qui a une âme, donc c'est très bien. Mais ce n'est pas le propos d'un DOB de parler de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Pour répondre à Madame Chopard, déjà sur les classes d'environnement, je pense que vous m'auriez pris pour une folle si j'avais inscrit ou proposé à M. Issakidis dans le budget 2021 de mettre quelque chose pour les financer, parce que je vous rappelle que dans notre programme, nous avons dit que nous referions quelque chose vis-à-vis des classes d'environnement, et vous savez sans doute qu'aujourd'hui, il n'y a aucune autorisation. Monsieur le directeur académique refuse même de regarder d'éventuels projets. Donc très clairement, lié à la situation du Covid, il n'y aura pas de classe d'environnement cette année à Viroflay et en France. Donc on en reparlera l'année prochaine. Après, sur les rythmes scolaires, alors là, j'avoue que moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis bien incapable aujourd'hui de vous dire demain ce qui va sortir du résultat du vote, puisque c'est demain. Et même en imaginant que nous repassions à 4 jours, peut-être, ou pas, je ne sais absolument pas comment les familles vont se comporter, mais je peux pratiquement vous garantir qu'on aura autant d'enfants dans les différents accueils de loisirs qu'aujourd'hui, que ce soit du 4 jours, du 4 jours et demi. Simplement répartis différemment. Et de toute façon, s'il y a changement, ça jouera sur 3 mois de l'année. Donc l'impact budgétaire ne sera pas très important. Et bon, alors évidemment, on pourrait se dire, après demain, demain on va avoir un résultat, faire un sondage auprès des parents. Mais si jamais ça repasse à 4 jours, et je pense que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'évolutions, télétravail, et aujourd'hui, un parent n'est pas capable de me dire en septembre s'il va mettre son enfant le mercredi, le lundi soir, voilà. Donc nous avons toujours fonctionné, nous sommes toujours adaptés. Vous parliez d'adaptation, je pense que pour ce qui est du périscolaire, on s'est toujours adapté.
Et là, en plus, depuis 6 mois, je veux dire, c'est de l'équilibrisme, hein, et on continuera à le faire. J'ajouterai même, avant de repasser la parole à Jean-Michel Sakidis, de façon concise, j'ajouterai même qu'on nous dit que les habitudes des Français vont changer en matière de rapport au travail. Que le télétravail va avoir plus d'importance. Certainement, effectivement, on a fait la preuve que ça fonctionnait. Je pense qu'à un moment donné, le télétravail ne sera pas la solution d'avenir parce qu'il y a quand même besoin de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir se voir physiquement, donc il y a un certain nombre de choses. Et je pense que même si le télétravail se généralisait, je pense que le télétravail, en faisant des allers-retours, j'ai déjà testé, hein, quand j'avais des enfants en bas âge, de pouvoir travailler chez soi et en allant déposant les enfants à l'école le matin, aller les chercher à midi, aller les remettre à l'école au début de l'après-midi, aller les chercher à 16h, ça ne marche pas, on n'arrive pas à bosser. Donc, en l'occurrence, je pense qu'on continuera à avoir de beaux jours. La cuisine centrale continuera à avoir de beaux jours. Nos centres de loisirs du soir continueront à avoir de beaux jours. Et la garderie du matin aussi. On le voit bien aujourd'hui, hein, monsieur le maire, à part, ça n'a pratiquement pas évolué. On a bien dit aux familles qu'il y avait des modifications notables liées au télétravail ou au chômage partiel, de ce qui pouvait modifier, mais on accueille toujours autant d'enfants. Alors, pas la garderie du matin, parce que vous savez que malheureusement, nous ne pouvons pas la remettre en place actuellement à cause du non-brassage, mais sur les autres activités, ça n'a pas baissé, hein, du tout. Et je ferai sur une question de Mme Egal, sur le fait que vous nous disiez, vous aviez envisagé de mettre les services techniques dans Dieu le veut. Effectivement, on a changé de projet, hein, parce que Dieu le veut était peu adapté certainement en fait à l'intégration de bureaux. Il aurait certainement fallu restructurer de façon plus forte Dieu le veut, voire démolir et reconstruire. Donc, en l'occurrence, ça n'a pas été l'option que nous avons faite. Donc, nous transférons Arcado. Nous envisageons de transférer Arcado et il faudra trouver un autre lieu pour nos services techniques et notre CTM. Nous y travaillons aussi ardemment dans ce domaine-là. Donc, le projet de la Padoue demeure, c'est-à-dire que ce site-là, sur le 191 Général Leclerc, puis le 185 qui se trouve derrière, il y aura effectivement à un moment donné un projet immobilier de construction de logements et notamment de logements sociaux. Je ne pense pas que notre OAP, notre opération d'aménagement et de programmation, change de façon sensible du fait de cette modification de stratégie sur le plan de notre immobilier communal. Jean-Michel Issakidis, vous aviez une petite précision ? Oui, merci Monsieur le maire et vous tous mes chers collègues. Je voulais juste répondre rapidement à nos collègues de Cité Solidaire et VCV. J'avais prévenu en introduction par quelques mots liminaires. Le DOB est un exercice qui a ses limites. Vous l'avez vu, hein, il y a des limites dans le sens où si on fait peu de slides, de planches, finalement on nous dit qu'on n'en a pas fait assez. Puis si on en fait beaucoup, on essaie de détailler. C'est pris comme un quasi-budget, ce qui n'est pas le cas. Je crois que je l'ai dit plusieurs fois pour essayer de le rappeler. Et finalement, j'ai entendu des interventions, je vous donne mon sentiment, hein, qui oscillaient entre le réquisitoire, le débat sémantique, voire le procès en sorcellerie, appuyé sur un mélange de contre-vérité et de syllogismes peu convaincants, hein, pour ainsi dire. Maintenant, il y a une chance, je trouve, et c'est à ça que je voulais arriver, je voulais le souligner, c'est que pour la première fois, ce DOB, ou la première fois et demie peut-être, je ne sais pas, oui, la première fois, parce que là on verra les slides en plus, eh bien il y a tout l'apport des informations que j'ai apportées oralement en accompagnement de ces slides. Et je fais toujours attention, je pense que vous l'avez remarqué, de ne pas lire les choses comme ça, in extenso, parce que c'est assez barbant, je pense, mais plutôt de complémenter par des chiffres, des exemples, etc. Chiffrés. Et je voudrais en fait lancer une invitation justement en perspective du prochain DOB à nos collègues donc d'opposition, peut-être de revoir le replay de ce DOB, puisque donc contenant un certain nombre d'informations supplémentaires, dont certaines étaient, je dirais, critiquées,
avant même d'en avoir eu connaissance. Et donc j'ai eu le sentiment que vos interventions étaient écrites avant d'avoir entendu le débat. Donc il n'y avait pas de débat possible. Si vous venez avec vos interventions écrites à l'avance, c'est sur la base des slides. Mais par contre, au moment du budget, qui aura lieu début mars, vous avez un mois devant vous pour bien réécouter le replay, bien revoir les slides. Et puis si d'ici là, à tête reposée, vous pouvez nous envoyer des vraies contributions, des vraies propositions, et peut-être que pour la première fois, grâce peut-être au Covid, on aura un vrai débat d'orientation budgétaire. Je précise quand même que les documents ont été, conformément au règlement intérieur et notre volonté, ce qui n'est pas dans le réglementaire, mais qui est dans le réglementaire interne de Viroflay. Je rappelle que à chaque fois qu'on a une délibération sur du budget, les documents sont donnés 15 jours à l'avance, laissant l'occasion d'avoir 2 week-ends de travail sur les documents. Donc nous faisons en sorte de pouvoir vous donner ce qui est nécessaire pour pouvoir y réfléchir et intervenir ensuite. C'est pour ça que les interventions sont, je vais les qualifier de riches, parce qu'elles sont longues, il y a aussi des questions, il y a beaucoup de questions, Mme Chopard a posé beaucoup de questions, mais néanmoins, en fait, c'est aussi votre rôle d'opposition, de poser des questions et de nous pousser à nous améliorer de toute façon. Donc, oui, j'ai dit opposition, oui. Mme Chopard. Alors, une première chose, si vous voulez qu'on participe mieux à vos travaux, je crois que je ne serai pas la première à le demander. Ce qui serait bien, c'est que les commissions ne se tiennent pas 48 heures avant le conseil municipal, ce qui nous laisserait effectivement le temps de pointer certaines incohérences ou incomplétudes et avoir les éléments complémentaires, non pas la veille du conseil municipal, mais une semaine avant. Donc je pense qu'effectivement, nous serions tous gagnants à travailler ensemble. Et pour cela, il faudrait que les commissions se tiennent une semaine avant le Conseil et pas 48 heures avant. Non. La deuxième chose, parce que, Monsieur le maire, vous me parlez avec beaucoup de condescendance, mais sur la question... C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, ça, mais oui, j'en ai pas l'impression, en tout cas. Je vous confirme qu'en tous les cas, c'est l'impression que ça donne. Sur la question de la transition écologique, effectivement, j'ai compris à vos explications qu'on ne parlait pas de la même chose. Parce qu'en fait, la transition écologique, c'est pas uniquement la rénovation thermique des bâtiments. Ça s'est passé. C'est une mention, une définition qui est déjà obsolète. Et en fait, vos réhabilitations aujourd'hui, notamment les prêts au bois, elles se basent sur un décret de 2007 remis à jour en 2012. Relisez le programme. Peut-être que vos équipes techniques vous ont pas bien expliqué. Mais donc, vous allez faire une réhabilitation sur la base d'un décret de 2012. Vous citez les mentions E3, C1, qui est en fait la base d'une réhabilitation E+, C-, et alors qu'aujourd'hui on est dans le cadre d'une réflexion bas carbone avec des bâtiments passifs qui doivent émettre 0 carbone, et donc le bilan de l'ensemble des cycles de vie des matériaux utilisés doivent permettre d'équilibrer le bilan carbone du bâtiment. Donc, toutes ces notions-là, vous ne les prenez pas en compte. Aujourd'hui, dire que le bâtiment des Aulnettes, c'est un bâtiment qui sera performant, si vous ne reprenez pas le ravalement de la façade, non. Donc, vous changez les fenêtres, vous changez la chaudière, vous n'avez absolument pas pensé aux autres énergies, à faire des mix d'énergie qui permettent de coupler des énergies renouvelables à des énergies fossiles. Donc, je pense qu'en fait, on ne parle pas du tout la même chose. Il y a le décret tertiaire qui vient de paraître, qui vous impose des réductions d'énergie de 40% à échelle 2030. On a la RT 2020 qui est en cours de discussion, qui a été bloquée pour des raisons pragmatiques de mise en œuvre, mais qui va impacter énormément les formes constructives, les matériaux utilisés. Et M. Isakidis le dit en commission d'appel d'offres qu'il ne voit pas trop comment on va faire parce qu'on ne pourra plus construire en béton. Donc toutes ces données-là, en fait, il faudrait les intégrer aujourd'hui au risque d'être obsolètes demain. En fait, nous, notre intervention, elle n'est pas pour vous contraindre à être dans un développement écologique auquel peut-être vous n'adhérez pas, mais c'est pour faire en sorte que les bâtiments qui sont construits ou réhabilités aujourd'hui, on n'en ait pas honte demain, et que les investissements soient des investissements pérennes sur lesquels on ne soit pas obligé de revenir dans 10 ans.
Excusez-moi, je vais vous répondre sur... Vous avez cité l'Aulnet. Je pense que vous ne savez pas tout, c'est normal. Lorsqu'on a construit le restaurant scolaire de la rive droite, a été intégré, à l'époque, c'est pas très vieux, hein, ça fait moins de 10 ans, a été intégrée une nouvelle chaudière, alors certes elle a 10 ans, qui chauffe l'Aulnet. Donc dans les travaux d'Aulnet, il n'est pas question de changer la chaudière, elle existe. Mais à l'époque, on s'était bien sûr posé la question, il y a 10 ans, de ce qu'on pouvait faire. Et en particulier, les panneaux photovoltaïques et également les... Comment ça s'appelle ce qui chauffe l'eau là, les chauffe-eau. Non, il y a le photovoltaïque qui fabrique de l'électricité et puis... Voilà. Bon, on avait été obligé d'abandonner l'eau chaude sanitaire pour une bonne et simple raison, c'est qu'une école l'été est fermée, donc faire chauffer de l'eau pour un bâtiment vide, ça n'a pas de sens. Mais on avait mis donc des panneaux photovoltaïques. Dans le programme là, de réhabilitation de l'Aulnet, très clairement, il y a la toiture, puisque cette toiture-là n'a pas été faite, mais il y a justement l'isolation avec un doublage extérieur, avec des matériaux modernes. Bon. Après, vous parlez effectivement des nouvelles rénovations énergétiques, des nouveaux matériaux. Bien sûr que la RT 2020, si elle est arrêtée, pourquoi ? C'est parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas les matériaux pour le faire. Il y a actuellement, par exemple, un chantier qui se devait d'être un chantier exceptionnel, qui est tout le village olympique de Paris. Au départ, qui devait être tout en bois, tout ça, tout est bloqué. Il ne sera pas prêt en 2024 parce que il faut des ambitions, mais il faut quand même que les ambitions, elles soient réalisables. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de réaliser ça. Je le déplore, hein, parce que je suis complètement d'accord avec vous, et comme monsieur le maire, on partage la même planète. Et on ne peut pas nous dire que... Non, on y pense. Alors, ce n'est pas forcément écrit. On ne va pas non plus casser un bâtiment. Je pense que ce serait complètement débile, parce qu'effectivement, il va plus y avoir de béton, ça c'est sûr, dans quelques années. Mais il n'y aura plus de bois non plus, hein, vous n'aurez plus de forêt. Donc je pense qu'il faut... C'est toujours une question d'être raisonnable. Il y a les effets de mode, on vit d'effets de mode en effets de mode. Et il faut se calmer sur l'effet de mode et essayer d'être raisonnable. Donc je pense que nous faisons au mieux, en pensant à l'avenir, mais on ne fait pas n'importe quoi. On est quand même là depuis un certain temps et on a des équipes autour de nous qui connaissent leur boulot et on fait appel à des maîtres d'ouvrage et des choses comme ça spécialisées. J'ajoute que sur Dieu le veut, dans les choix qui s'opéraient, c'était est-ce qu'on démolit Dieu le veut pour faire quelque chose qui est plus adapté et donc plus conforme à ce que vous disiez tout à l'heure sur le type de matériaux à utiliser, ou est-ce qu'on le garde comme ça et on le rhabille, est-ce qu'on le retravaille pour faire en sorte qu'il soit mieux adapté aux exigences du futur. Il y a aussi tout un débat qui existe dans le monde du bâtiment, c'est la question du béton. Lorsque du béton a été coulé, ça a généré du carbone, ça a généré des besoins d'énergie. On peut se dire, il a été coulé, maintenant on peut peut-être le garder comme ça. Et après, retravailler les choses. Donc en fait, souvent, en fait, j'entends ces débats-là qui sont, à un moment donné, extrêmement contradictoires. On se dit, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Est-ce qu'on casse tout, on le remet avec des nouveaux matériaux que du bois ou d'autres choses, en fait, des matériaux biosourcés, ce genre de choses, ou est-ce qu'on garde l'existant pour partir sur cette base et après lui mettre tout ce qu'il faut autour, quand je dis autour, hein, vous avez bien compris ce que je voulais dire, pour faire en sorte qu'il soit plus performant dans les années à venir et atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Ce débat existe et je ne pense pas qu'il soit tranché d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc en fait, on essaie de mixer le gymnase des Prés-aux-Bois. Oui, mais en fait, on garde une partie, on démolit une autre, qui n'a aucun intérêt ni sur le plan architectural, ni sur un plan purement technique. Et on aura un bâtiment qui sera, pour le coup, je pense, beaucoup moins énergivore et qui correspondra bien aux besoins qui seront ceux du futur. Et puis, je rappelle aussi que dans toutes nos nouvelles constructions sur les bâtiments, les fonciers publics, réservoirs, la place de la Fête, ce qu'on fera sur la Forge, tout ça, en fait, on met des niveaux d'exigence. Je peux vous dire que lorsque les dossiers ont été présentés et faits par les lauréats, en fait, ou par les différents candidats pour ces différents projets, arriver au niveau de performance E3C1 ou E2C2, en fait, eh bien, ils en bavent. Ils en bavent et ils nous disent c'est extrêmement compliqué. Et le bâtiment des réservoirs, pour arriver à ce niveau de performance, il faut rajouter des pompes à chaleur, il faut couvrir le toit de panneaux solaires
qui sont fabriqués je ne sais où. Donc il y a des vraies contraintes liées à cela, alors qu'ils vont faire un bâtiment qui est un bâtiment avec très peu de béton. Donc il y a cette dimension-là, en fait, concrètement, quand on parle avec les entreprises du bâtiment, ils nous disent c'est compliqué, le niveau que vous avez fixé est complexe à atteindre. Voilà. Donc, et donc on essaie de trouver les meilleures solutions possibles. Donc entre garder du béton, en l'occurrence, je vais dire ça comme ça, et puis tout casser pour faire autre chose. Voilà. Donc on agit par petites touches, peut-être. Mais ces petites touches, les unes après les autres, en fait, se constituent un ensemble qui, combiné à d'autres éléments, et je l'ai rappelé tout à l'heure, sur l'aménagement de la ville, les matériaux qu'on va utiliser dans les quartiers, ce qu'on fait sur le quartier de la Marquette, avec des endroits qu'on va végétaliser dans les rues, en fait, tout ça contribue à cette ville agréable dont on a besoin, et cette ville qui permettra d'éviter de créer plus de chaleur qu'elle ne faisait jusqu'à présent. Voilà. Donc tout ça, à mon sens, c'est un ensemble, et je pense qu'on ne parle pas de façon très différente, ni les uns ni les autres en l'occurrence. Et puis le terme de condescendant, je n'arrive pas à le comprendre. Surtout qu'il y en a d'autres. Peut-être de ne pas donner de leçons en tout cas. Oui, monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues, moi, je voudrais répondre brièvement à madame Chopard. Je pense qu'on peut coopérer sur un certain nombre de sujets, et pourquoi pas ces sujets environnementaux qui préoccupent tout le monde, bien évidemment. Mais la première chose à faire, si je puis me permettre, c'est déjà vous libérer des doctrines, quoi. Parce qu'on n'est pas ici, pas moi en tous les cas, pour discuter à haute voix des règlements et des doctrines qui viennent d'en haut. D'autant que, je ne comptais pas le rappeler, mais je vais le dire, les mêmes qui édictent les réglementations dont vous semblez être, je dirais, le porte-voix avec vos injonctions, nous invitant à nous conformer à la EC-8, je pose 4, je retiens 1, etc. Mais ça n'a pas d'ambition. Vous nous parliez d'ambition, de débat d'orientation budgétaire, et là on se noie dans un débat de réglementaire. On parle de quoi là? On parle d'un État, vous allez encore dire que j'y reviens, mais les faits sont têtus, je suis désolé, on peut choisir de mettre la tête dans le sable, c'est pas pour autant que les faits cessent d'exister. On parle d'un État qui a été condamné en juin 2020 par la Commission européenne, déféré devant la Cour européenne de justice, au motif de non-respect permanent depuis 12 ans en Île-de-France et 14 ans en Martinique, des limites maximales de pollution et de qualité de l'air. On parle de l'État français, condamné par l'Union européenne pour non-respect depuis 12 ans. Les mêmes qui édictent des règles et qui vont nous dire à nous ce qu'on doit faire. Mais quelle légitimité ont-ils? Les mêmes dont que le Conseil d'État a condamné en octobre 2020 à une amende de 10 millions d'euros par semestre pour mettre en place une politique visant à réduire la pollution et améliorer la qualité de l'air en Île-de-France. Le Conseil d'État, là aussi, condamne le même État, qui aujourd'hui pond des normes réglementaires et des doctrines amphigoriques, auxquelles, si on cherchait à se conformer, nous amènerait à produire en permanence des états des lieux, des rapports, des livres pédagogiques, des livres blancs, et ne rien faire. Donc c'est pas notre choix, je suis désolé. Donc si vous voulez qu'on travaille ensemble, déjà, libérez-vous de ces carcans. Il ne faut pas enfermer ces sujets environnementaux dans ce que j'appelle un parc à thème. Environnement, transition énergétique, bas carbone, n'est pas égal à j'applique stricto sensu et de façon aveugle les règlements, parce que les règlements sont portés par des gens qui n'ont pas de légitimité. Je viens d'en faire la démonstration sur un exemple, je pourrais en citer d'autres, mais je serai trop long. La deuxième chose, si je puis me permettre, pas de problème pour travailler ensemble, arrêtez vos injonctions permanentes du genre « vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris, il vous a échappé que… » C'est une insulte au service technique de la ville, je me permets de vous le dire. Ces gens-là sont des gens compétents, ils nous expliquent les choses. On n'est pas stupides tous ici, vous voyez, à part vous, tout le monde n'est pas demeuré dans cette salle, on les comprend très bien. Donc c'est une insulte à leur endroit, et ça je ne peux pas l'accepter, parce que ces gens-là font le travail dans un océan d'ineptie ou d'incohérence dans lesquels ils apprennent à nager avec le brio. Et je vous dirais en dernier ressort, je ne dirai pas plus loin pour ne pas être trop long, faites preuve de modestie. Tout ce que vous ne comprenez pas dans ce monde n'est pas forcément dénué de sens. D'autres le comprennent. Je préciserai la question du dogme
il y en a un qui est le dogme du vélo. Je pense qu'on va être confronté à ça parce que le vélo, il y a 50 usages possibles du vélo et on ne pourra pas faire 50 espaces cyclables différents pour les 50 types d'utilisateurs. Donc il faudra à un moment donné qu'on arrive à trouver des solutions pragmatiques qui soient conciliables, dont la mise en place soit conciliable avec les différents usages. Et là, ça va être une vraie difficulté à laquelle on va être confronté. Et je vous le dis parce que je la vois venir entre des ayatollahs d'un côté, des ayatollahs de la voiture de l'autre, et la question de sécurité, à laquelle je suis très sensible, je l'ai déjà dit. Je pense que de ce côté-là, on a du souci à se faire. Donc, le pragmatisme avant tout, c'est essentiel. Quand on est élu municipal, en fait, on est sur le terrain, on connaît le terrain, on sait ce qui est bien pour... et je vous englobe dedans, hein. On sait ce qui est bien pour les habitants, les quartiers, et on essaye de faire ce qu'on peut faire. On fait, comme disait Larcher, on fait quoi qu'on a, avec quoi qu'on peut. On fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a. C'est-à-dire, on fait tout ça de façon, voilà, avec le bon sens paysan. Parfois, j'aime bien le rappeler. Donc, c'est important de pouvoir rester pragmatique. Même Mégal, vous vouliez parler aussi, vous vouliez rajouter quelque chose, non? Je vous ai vu lever la main tout à l'heure, mais c'était il y a longtemps. Une précision, puisque vous êtes... quand j'ai abordé les questions de transition écologique, je n'ai pas dit que vous n'aviez pas parlé, puisque j'ai reconnu au contraire que ça faisait partie de votre programme justement sur les différents bâtiments. Donc s'il y a des limites sur la façon de s'y prendre, mais je dirais que c'est une préoccupation que vous avez et je l'ai relevée. Ce que j'ai remarqué, c'est deux choses. C'était que dans le contexte, cet aspect de niveau de chaleur qu'on atteint aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure qui atteint le même niveau de priorité, me semble-t-il, que ce qu'on vient de dire sur les aspects de santé. Et ça fait partie des incertitudes qui pèsent sur nos épaules. Donc j'aurais trouvé logique que ça apparaisse de façon forte en fait dans ces slides de synthèse. C'était mon point. Et sur l'aspect transition, ce que j'ai abordé, qu'on verra sans doute au cours de l'année peut-être et de la mandature, c'est la question comment on s'y prend au-delà des bâtiments publics, mais pour avancer au niveau de l'ensemble des bâtiments de la ville. C'est-à-dire quel objectif la ville peut se donner avec sa population pour arriver à plus que ça. Et ça, il faut rechercher ensemble les moyens, apporter de l'aide. J'ai cité quelques pistes, c'est peut-être pas, sans doute pas les seules, mais il y a des choses vraiment à faire en la matière, sans quoi notre monde continuera à aller très mal. Voilà. Je vous remercie. Je pense, Mégal, que vous avez relevé, que j'avais relevé, que vous l'avez relevé. J'ai aussi fait état du fait que vous aviez parlé de d'autres projets que ceux qui avaient été cités ici, des projets peut-être plus petits, peut-être moins ambitieux, mais néanmoins sur la gare routière de Chailly-Vélizy, vous aviez cité, je crois, cette dimension-là. Donc voilà. Donc en fait, on parle à peu près de la même chose. Voilà. Après, c'est une question de présentation peut-être. En tout cas, j'ai voulu finir ce débat qui était, je pense, intéressant, même si parfois on échange, et c'est là aussi la richesse. On est chacun comme on est, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Condescendant, je ne sais pas. Mais enfin, j'ai l'impression parfois quand je vois des gens, quand je vois certains à la télé, personnes qui nous gouvernent d'aujourd'hui ou d'hier, ou alors je prends exemple sur eux peut-être, ils déteignent sur moi. En fait, j'ai voulu finir ce débat sur ce slide-ci, qui est un slide important sur les objectifs, les priorités et donc les orientations financières en fait, qui ont découlé. Ça me paraissait important de revenir à un schéma et pratiquement, en fait, on devrait presque avoir un DOB qui tourne autour de ça uniquement et pas rentrer dans les chiffres. Voilà. Dire on a voilà, ces ambitions-là, ces objectifs-là, ils font partie de notre ADN, de notre façon de gérer la ville. Ça nous a été confié par les habitants d'Hiroflé il y a un peu moins d'un an. Et donc, voilà, on essaie de mener ça. Oui, la question de la sécurité, j'ai l'impression que personne n'en a parlé ce soir, hormis nous, mais peut-être que ça rassemble tout le monde déjà. Donc, en fait, le commerce, on l'a bien vu, en fait, 2020 nous a permis au commerce de faire un bond, non pas en chiffre d'affaires, mais un bond
intellectuelle, en quelque sorte, sur la façon de voir le commerce de demain. Donc on va continuer à les accompagner et on va essayer d'anticiper, en fait, pour les aider à se mettre en condition. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur chacun des objectifs et des priorités, mais en tout cas, je pense que l'important est surtout ici, en fait. Et l'on voit bien, les investissements, en fait, ils sont pour nos jeunes aussi. Hein. Bon, ils sont aussi pour les autres générations, mais ce sont les jeunes qui vont devoir à la fois supporter la planète qu'on va leur laisser, et puis qui vont aussi utiliser les équipements qu'on va leur construire. Donc, enfin, quand je dis leur construire, qu'on va construire, en fait, pour eux. Voilà, nous allons donc clore ce débat. Je rappelle que l'article je ne sais combien, il doit ressembler au 2312 ou un truc comme ça, je confonds avec le 3212, enfin, quelque chose comme ça, du CGCT, définit que le débat d'orientation budgétaire se finit par une délibération qui stipule que l'Assemblée prend acte de ce débat, mais elle doit quand même voter. Donc, et normalement, le vote se fait sur le fait que l'Assemblée a bien pris acte que ce débat et que ce rapport a été présenté. C'est un débat qui mobilise Mme Egal depuis plusieurs années sur ce thème-là. C'est un peu compliqué à comprendre de dire on vote pour prendre acte. Alors, vous avez exprimé un vote d'abstention et des contre. On va le prendre tel quel. De toute façon, on va passer au vote. Je ne sais pas si c'est conforme, en tout cas, à la volonté du texte de prendre acte par une délibération. Voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut. On est en démocratie. C'est ça qui est intéressant. Démocratie représentative. Voilà. Donc nous passons donc au vote pour prendre acte que ce débat a eu lieu. Après, on fait ce qu'on veut. Donc, qui est contre? Qui est contre? Donc... Devant l'ambiguïté qui reste, on est contre les orientations. Donc certes, le débat a eu lieu. Puis... voilà, on en restera là. Donc vous êtes contre les orientations, mais pour acter que le débat a eu lieu. D'accord, ça va être tout ça. Donc il y a 3 contre, qui s'abstient, 4 abstentions. Donc ce débat, cette délibération, donc on prend bien acte à la majorité que ce débat a bien eu lieu. Voilà.